vous êtes sur TV5 Monde, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Au sommaire, ce dimanche, au Yémen, bavures et crimes de guerre se succèdent. La coalition menée par l'Arabie Saoudite a-t-elle franchi la ligne rouge avec le massacre de civils le week-end dernier? Les États-Unis sont-ils co-responsables? Alors que les négociations de paix sont gelées, une sortie politique est-elle encore possible? Quelle issue à cette guerre que se livrent Téhéran et Riyad par procuration? La Belgique, via les parlements régionaux, bloque la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Pour les anti-CETA, les garde-fous sont insuffisants. Cette méfiance est-elle justifiée? En quoi consiste cet accord? Comment est-il perçu au Canada alors qu'il est décrié par une partie des Européens? Confidence intime sur Canapé. En France, la nouvelle émission politique fait débat et fait de l'audience. Les candidats à la présidentielle sont-ils des people comme les autres? Entre désacralisation de la fonction et nécessité de toucher les électeurs, la vie politique est-elle dangereuse pour la démocratie? Les puristes en sont tombés de leur chaise. C'est Bob Dylan qui reçoit cette année le prix Nobel de littérature. La poésie orale d'un chanteur folk récompensé, une surprise diversement appréciée. Alors, audace ou sacrilège? Une question qu'on va se poser ce dimanche avec nos kiosqueurs. Pierre Marlet, journaliste à la RTBF, la télévision belge, correspondant à Paris. Vous couvrez notamment l'élection présidentielle en France. Simone Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Pendant 25 ans, grand reporter, principalement au Moyen-Orient. Visage bien connu de nos téléspectateurs, fidèle à 64 minutes Le Monde en français. Vous tenez également un blog de géopolitique des religions sur le site de TV5 Monde. Pierre Aski, cofondateur du site d'information français Rue 89, une longue carrière de journaliste avec notamment des postes de correspondant en Afrique du Sud, à Jérusalem et à Pékin. Et puis avec nous également Ousmane Diaye, responsable du service Afrique de l'hebdomadaire français Courrier International, auparavant à Respect Mag, à RFO et au quotidien de Dakar. Merci à vous quatre d'être en plateau ce dimanche pour commenter l'actualité de la semaine. C'est l'autre guerre au Proche-Orient, celle dont on ne parle pas ou peu. Au Yémen se joue un conflit par procuration entre les deux grandes puissances de la région, l'Arabie Saoudite et l'Iran. La coalition menée par Riyad est régulièrement accusée de bavure dans une guerre particulièrement sale au regard du droit international. On fait le point tout de suite avec Philippe Randrian-Harimanan. Sous cette épaisse colonne de fumée noire, une foule de Yéménites fauchés par une frappe aérienne en pleine funérailles. Certains tentent de fuir, d'autres portent secours, mais le carnage n'est pas terminé. Bilan, au moins 140 tués et plus de 500 blessés dans cette attaque attribuée à l'Arabie Saoudite et ses alliés sunnites. Cela fait 18 mois déjà que cette coalition arabo-sunnite bombarde les rebelles houthis chiites au pouvoir dans le nord du Yémen, sans faire de détails. La deuxième bombe est arrivée 2 minutes après la première. Après être sorti en courant, j'ai vu que les gens qui se trouvaient derrière moi ont été tués ou blessés. Moi, j'ai de la chance. Je n'ai que de légères blessures à la tête. Parmi les victimes, le maire de la capitale yéménite, Sanaa, qui était venu présenter ses condoléances à la famille d'un ministre pro-rebelle houthi. Désormais, le deuil cède le pas à la colère et la rue réclame vengeance contre le royaume saoudien, mais aussi contre les États-Unis, alliés de Riyad. Dénonçant un crime de guerre, les manifestants attendent de la communauté internationale une réaction forte. La guerre en quelques mois en un an et demi a fait près de 7000 morts. Les fronts n'ont pas bougé depuis un an. Pendant ce temps, le pays se morcelle entre ces différentes factions. L'État yéménite, qui n'a jamais été bien fort auparavant, s'éparpille. Première question, pourquoi on parle si peu du Yémen? Je vous la pose à tous. Pierre. La guerre du Yémen est écrasée par celle de Syrie. Il faut bien le dire. La guerre de Syrie c'est à la fois la guerre du Yémen en beaucoup plus gros. On parle de 400 000 morts en Syrie contre, vous l'avez dit, 7 000, peut-être Près plus. De 7 000, peut-être plus, ça dépend des sources, effectivement. Entre 7 000 et 10 000. Et puis il y a surtout les acteurs extérieurs qui sont tous là. C'est la guerre du Moyen-Orient en miniature. La Syrie, vous avez les Saoudiens, les Iraniens, les Turcs, plus loin les Russes et les Occidentaux. Donc vous avez un microcosme des conflits de cette planète en Syrie et j'allais dire le pauvre Yémen à cette guerre qu'on pourrait qualifier d'absurde parce que quel est l'enjeu? C'est l'Arabie Saoudite qui veut régler ses comptes avec l'Iran et qui est intervenue dans une situation interne yéménite qui était
extrêmement compliquée. Depuis 2011, la révolution contre le président Saleh, la révolte des Houthis, il y a des ingrédients nationaux yéménites qui sont très importants et très complexes. Et là-dessus, l'Arabie saoudite, en gros, vient plaquer sa rivalité avec l'Iran de manière extrêmement brutale et en prenant en otage non seulement tous ses alliés de la coalition sunnite, mais aussi les Occidentaux qui ne disent pas un mot. La réaction de la France à ce bombardement de Sanaa l'autre jour était terrible. La France a mis d'abord 24 heures avant de condamner le bombardement et a sorti un communiqué en disant on ne sait pas qui en sont les auteurs. C'est quand même terrible. C'est une guerre par procuration entre Riyad et Téhéran, ça ne fait aucun doute. Avec quelles conséquences ? Alors, conséquence, c'est que, est-ce que d'abord c'est une guerre ? Je veux dire, si on regarde le terrain, du point de vue classique, ce n'est pas une guerre au sens classique, c'est-à-dire l'affrontement entre deux corps de bataille. Moi, j'y vois plutôt une sorte de pilonnage punitif d'aviation de 10 pays qui bombardent un pays qui est démuni de défense antiaérienne. En fait, il n'y a pas de guerre, c'est un pilonnage permanent, une destruction des infrastructures du pays. On a détruit déjà le musée de Sanaa, plusieurs sites archéologiques. Et puis le Yémen a plusieurs caractéristiques. On le surnomme le Tibet du monde arabe. C'est le pays le plus pauvre, c'est le plus peuplé des pays du Golfe, c'est-à-dire il y a plus de Yéménites que de tous les autres pays, que de Saoudiens, Koweïtiens, Qatariens, Émiratis. Donc c'est un pays très pauvre, très peuplé, où c'est le seul pays où il y a des traces d'une civilisation urbaine millénaire. Il y a 3 millions de terrasses qui sont cultivées depuis 3000 ans. Donc c'est quelque chose de très dense, de très fort, de très pauvre. Mais ces caractéristiques qui devraient inciter, disons, l'UNESCO à protéger ce vivier de la culture de la région, font que géopolitiquement, le fait qu'il ne soit pas aussi central, qu'il ne soit pas un carrefour géographique comme l'est la Syrie ou l'Irak, fait qu'il est considéré comme un conflit périphérique. Pas une guerre, mais un pilonnage, nous dit Slimane. Oui, un pilonnage, mais je dirais surtout ce qui est caractéristique, c'est que le Yémen a connu d'énormes conflits depuis des dizaines et des dizaines d'années, et à chaque fois, il y a des acteurs extérieurs qui se concentrent au Yémen. Alors ça a été autour du nationalisme arabe, puis ça a été autour du communisme et du parfum de guerre froide, puis maintenant, c'est autour du radicalisme islamique. C'est clair qu'il y a un aspect religieux, évidemment, chiite, sunnite, mais c'est aussi un terreau, le Yémen, de radicalisme depuis longtemps. Al-Qaïda y a été implanté déjà au début des années 2000. Et là, le groupe État islamique aussi. La situation actuelle avec l'Arabie saoudite illustre bien le malaise qu'on a. Le malaise général, comme Pierre le dit, il faut beaucoup de temps pour que les Occidentaux réagissent. Parfois, c'est du bout des lèvres. Là, je pense quand même que les Américains ont dû un peu faire pression sur l'Arabie saoudite pour que l'Arabie saoudite finisse par présenter ses excuses et reconnaître que c'est une erreur raide. Mais cela montre bien l'énorme malaise qu'on a, et c'est le fond du problème, autour de l'Arabie saoudite, qui à la fois est un terreau de radicalisme par ses discours et par une manière de vivre dans la société, et en même temps qui est le meilleur allié des Occidentaux. Et je pense que tout ça est facteur de trouble et d'alimenter en quelque sorte ce radicalisme contre lequel on est censé lutter en Syrie, et on provoque un autre foyer à quelques milliers de kilomètres de là. Pierre Aski parlait tout à l'heure de cette hésitation de la France à condamner. On va venir dans un instant aux États-Unis, mais pourquoi cette hésitation? Comment vous la comprenez, Ousmane? Moi, je ne dirais pas que c'est une hésitation. Et pas que la France, hésitation. Moi, je pense qu'il y a une complaisance qui est mue par des intérêts stratégiques. L'Arabie saoudite, on le sait très bien, plus que l'Iran d'ailleurs. Parce qu'au fond, même dans l'affrontement Iran-Arabie saoudite, aujourd'hui, on le sait très bien que la matrice idéologique du djihadisme, c'est bien l'Arabie saoudite, plus que la révolution chiite iranienne. L'essentiel des groupes, on le voit même jusqu'en Afrique, l'essentiel des groupes salafistes ou wahhabites idéologisés ont par le passé eu des ramifications en Arabie saoudite ou bénéficier du soutien de l'Arabie saoudite. Donc je pense que la complaisance, il faut le dire clairement, on en parle très peu ici parce qu'il y a une forme de culpabilité et de complaisance. Deuxième chose aussi, il faut être très clair. Je pense que l'Arabie saoudite intervient en disant, enfin grosso modo, l'argument, oui, c'est le pouvoir légitime qu'on défend. Moi, ça me fait toujours penser à Bahreïn. L'Arabie saoudite est intervenue au nom de soulèvement pour mater le soulèvement populaire contre la monarchie au Bahreïn. Personne n'a pipé mot. Et à la même période, il faut noter que c'est la même période où quand même un soulèvement populaire renversé Saleh.
Donc, sur un même événement, enfin, à une De même réactions, période, l'Arabie très Saoudite a des différentes. réactions totalement opposées et divergentes. Tu vois. Pierre, vous vouliez réagir? Ce que ne voient pas, j'ai l'impression, les dirigeants français et occidentaux en général, c'est à quel point il y a 2 poids 2 mesures qui sont perceptibles à l'œil nu. C'est-à-dire que là, c'était pas de chance, je dirais, pour la diplomatie française, mais le bombardement qui a fait des funérailles, qui a fait 140 morts, avait lieu le jour où Jean-Marc Ayrault était aux Nations Unies pour hurler contre les bombardements russes à Alep. Et il se tait sur ceux de Sanaa. Et donc, là, il y a quelque chose qui est... Qui décrédibilise. Oui, exactement, qui met en cause la crédibilité du discours occidental. Les bombardements de nos amis ne sont pas graves, les bombardements de nos adversaires ou rivaux sont insupportables. On va s'intéresser aux États-Unis, puisqu'ils fournissent une aide logistique et du renseignement à cette coalition menée par Riyad. Suite au massacre du week-end dernier, Washington dit réexaminer son soutien à l'Arabie Saoudite, probablement affolé par aussi une possible implication dans des crimes de guerre. Est-ce que Washington pourrait être considéré comme co-belligérant selon le droit international et donc responsable, co-responsable de ces massacres? Ça, seule une enquête le dira. Mais ce dont on est sûr, et la presse anglo-saxonne a été extrêmement pertinente là-dessus, il y a des conseillers britanniques et américains qui aident à la définition des cibles qui sont ensuite données à l'aviation de la dite coalition arabe contre le Yémen. Donc, et ces conseillers sont des conseillers d'État. Ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont des conseillers tout à fait officiels qui ont été dépêchés auprès des Saoudiens pour la définition des cibles. Oui, puis officiellement, cette guerre s'est faite avec l'approbation de Barack Obama. Enfin, faudra être très clair. Après, on peut dire, oui, ça se fait à un moment où quand même l'Arabie Saoudite se sentait fragilisée. C'est le moment où les États-Unis renouent avec l'Iran. Et puis deuxième chose, moi je pense que quand on fournit l'appui logistique décisif, parce que l'opération l'opération saoudienne s'appelle Tempête décisive, on est co-belligérant. Moi, je suis moins prudent que Slimane. Je pense que les États-Unis sont totalement co-belligérants et portent une responsabilité dans les massacres. Ajoutons tout de même que les choses ne sont pas simples, parce qu'il y a une résolution des Nations Unies aussi. Alors on en pense ce qu'on veut, mais en termes de droit international, il y a bien une résolution qui autorise une intervention. Je n'ai pas dit qui autorise n'importe quoi. Mais c'est tout le problème de ces résolutions des Nations Unies qui autorisent après coup. C'est comme quand la France va faire sa guerre, et puis après, la résolution arrive après. Ouais. C'est le problème, en fait. Certes, la révolution mais en termes de droit international, pour répondre à la question... En termes de légalité, c'est assez discutable. Hein. Enfin, Et une partie du problème vient quand même de la situation intérieure saoudienne, parce que la toile de fond de tout ça, c'est que cette guerre a été déclenchée par le jeune ministre de la Défense à un moment où il voulait affirmer une sorte de retour d'influence de l'Arabie Saoudite dans le monde sunnite après une période d'éclipse. Donc il y a eu une volonté de mettre en scène cette guerre et à un moment aussi où les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis ne sont pas au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça ne s'est pas arrangé. Est-ce que justement, les États-Unis se sentent obligés de remercier le soutien saoudien au moment de la guerre en Irak par ce soutien sur cette guerre au Yémen? Est-ce que ça se joue là-dessus aussi? Le problème est plus général que ça. Je crois que globalement, les Occidentaux, et particulièrement les Américains, seraient bien en peine de dire on lâche l'Arabie Saoudite. Si on se place non pas en termes moraux, mais en termes géopolitiques, c'est impensable. Voyons la situation actuelle au Proche-Orient, c'est... le seul allié sûr. Alors certes, c'est un allié encombrant, c'est un allié qui provoque le malaise et des tas de problèmes moraux, mais c'est le seul allié sur lequel l'Amérique peut s'appuyer. C'est un allié où, quand même, depuis les débuts des opérations au Yémen, les anglo-saxons, c'est-à-dire surtout les Britanniques, ont exporté pour 3 milliards d'armes. Bien sûr. Dans la région, ce qui n'est pas insignifiant. Et la France et la Belgique exportent énormément d'armes. C'est pour ça qu'il y a 65 sénateurs américains ont adressé, presque tous démocrates, ont adressé une lettre à Obama pour lui demander de conditionner les livraisons d'armes au respect strict du droit humanitaire international, et que 2 commissions officielles britanniques demandent aussi la même chose. C'est surtout en France qu'il y a cette attitude très timorée et prudentissime. Mais je veux dire par là que, tout à fait d'accord, mais donc ça montre bien l'embarras que provoque cet allié. C'est vraiment l'allié encombrant, mais... il n'y en a pas d'autres dans une région particulièrement... L'Iran peut-être qui est en train de revenir sur le devant de la scène, ce qui explique la rivalité entre l'Iran, mais il reste tout de même beaucoup de questionnements autour de l'Iran, et en termes purement géopolitiques, le renversement, à mon avis, n'est pas pour demain.
Ousmane. Contrairement à ce que suggère la propagande, ou en tout cas le discours officiel saoudien, dans le reportage, on parle de coalition arabo-sunnite. Or, je pense que dans le monde musulman, l'Arabie saoudite a beau se positionner comme gendarme central, etc., dans les opinions publiques sont plutôt défavorables à l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a eu beaucoup de problèmes pour constituer cette coalition qui n'est pas arabe, parce que de toute façon, il y a des pays arabes qui soutiennent les houthistes en dehors de l'Iran. Donc je pense que cette lecture chiite, sunnite, arabe contre un régime, c'est pas si vrai que ça, c'est plus nuancé que ça, et que l'Arabie saoudite s'en sert comme une sorte de propagande qui est totalement fausse. Propagande saoudienne, Pierre. Si on veut terminer sur une note peut-être optimiste, c'est de se dire que ce bombardement était celui de trop, c'est-à-dire qu'il a remis le projecteur sur le conflit yéménite, il a ravivé les contradictions effectivement des Occidentaux sur ce dossier, a obligé les Saoudiens à s'excuser, et que peut-être ça va permettre d'envisager une sortie de ce conflit. Parce qu'on voit bien aussi l'évolution depuis 1 an et demi, ça devient un encouragement au radicalisme. Alors Al-Qaïda, vous l'avez dit, était présent depuis longtemps au Yémen, mais l'État islamique a maintenant des implantations dans ce pays qu'il n'avait pas précédemment. Donc on voit bien que le prolongement de ce conflit, des souffrances et de ces contradictions internationales font le jeu de ceux qui... risquent de faire du Yémen un nouveau berceau de l'islamisme et de Daesh. Oui. Je pense que si vous en êtes d'accord, c'est une excellente conclusion à ce thème. Ousmane, d'accord avec ça ? Oui. On continue. Je vous propose qu'on passe maintenant à notre deuxième thème qui est rien à voir, le CETA. C'est le nom de ce traité de libre-échange qui a été négocié depuis 7 ans entre l'Union européenne et le Canada. 1598 pages. La ratification du CETA est prévue le 27 octobre lors d'une visite du Premier ministre canadien à Bruxelles. Il devrait l'être, mais rien n'est plus sûr maintenant. Un parlement régional belge, celui de Wallonie, vient de le bloquer. Demain, si on veut prendre des mesures pour protéger les citoyens en matière de santé, de cigarettes et de toutes les innovations qui arrivent et qu'on n'a pas pu prévoir et qui ne sont pas dans le traité, eh bien, si on veut le faire, on pourra le faire, mais il faudra payer. Chaque État peut se voir accusé et condamné demain parce qu'il aurait pris des décisions dans l'intérêt de ses citoyens. Et donc là, on est parti sur des sommes pharaoniques. Actuellement, le Canada, lui seul, est à 1,5 milliard de recours. Et si on trouve, dans une semaine ou deux, que l'Europe est incapable de signer une entente progressive, commerciale, avec un pays comme le Canada, avec qui l'Europe pense-t-elle faire affaire dans les années à venir? Bon, on va y revenir sur cette phrase. C'est une question qu'on va se poser aussi. Mais avant ça, on va essayer d'être un petit peu didactique. Qu'est-ce que c'est le CETA ? L'objectif, c'est de créer un marché commun sans barrière douanière qui a pour objectif de stimuler les économies des deux partenaires. Il faut donc des règles communes qui ont été négociées depuis des années. En Belgique, on l'a dit, le traité doit être ratifié par on ne l'a pas dit, je le précise, par les parlements des 3 régions, Bruxelles, Wallonie, Flandre. Et pourquoi ça coince en Wallonie, Pierre ? Ça coince parce que je crois d'abord qu'il y a une raison de contexte général. La mondialisation fait de plus en plus peur, particulièrement dans des régions où la question environnementale ou la question de l'aide aux agriculteurs, des petites entreprises est sensible. Il faut savoir aussi que la Wallonie vient de connaître un drame social avec Caterpillar qui arrête son usine qui était implantée là depuis 50 ans, 3000 emplois d'un coup. Donc voilà, la mondialisation, les grosses structures font peur. Donc ça vient dans ce contexte. Ça, c'est le premier élément. Le patron des patrons wallons, qui est très remonté contre l'attitude du Parlement wallon, dit bien, vous savez, le mot libéralisme et mondialisation en Wallonie, c'est un petit peu, lâcher ça en Wallonie, c'est un petit peu comme le nom de Lucifer dans un couvent de bonnes sœurs. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu le contexte d'abord global. Puis il y a une raison. Comme souvent on l'a dit, même en Arabie, il y a toujours des raisons derrière les objectifs et les politiques. Il y a une raison interne, c'est-à-dire qu'on a un déséquilibre pour le moment en Belgique entre une majorité de centre droit et même de droite nationaliste au pouvoir au niveau fédéral et au pouvoir en Flandre, alors qu'on a un gouvernement de gauche avec les socialistes qui sont présents en Wallonie. Et
dans les sondages, il y a une concurrence très forte de l'extrême gauche qui est en train de monter le Parti du travail de Belgique. Donc tout ça rend encore le contexte plus délicat, plus difficile pour signer un traité qui est vu un petit peu comme celui qui pourrait amener plus tard le TTIP avec les États-Unis. Et donc c'est ça qui crée le contexte et qui crée des crispations. Voilà. À tort ou à raison, vous avouez que moi, en tant que citoyen belge, je suis un petit peu interloqué parce que c'est rarissime que la Wallonie, que la Belgique de manière générale et que la Wallonie prennent une position différente des autres pays européens. Alors soit on est l'avant-garde de quelque chose qui va se créer, soit on est le village gaulois qui est en train de s'orgueiller en se disant « Ouh là là, faisons des barrières ». Alors je veux bien, avant de partir à Montréal, alors, à cette question, Pierre, village de Gaulois ou avant-garde totale, la Wallonie ? Je pense que c'est plutôt l'avant-garde, c'est-à-dire que l'air du temps aujourd'hui est effectivement très contraire à ces grands traités, même si celui-ci a été plutôt bien négocié par rapport au TTIP. Justement, la France a d'ailleurs cette attitude différente. Le TTIP avec les États-Unis, et le CETA avec le Canada, oui. Alors on va voir pourquoi avec le Canada peut-être. Oui, on se rend tout de suite à Montréal où se trouve notre consoeur Alexandra Chaska qui nous attend là-bas patiemment. Bonjour Alexandra, merci d'être avec nous en ce dimanche matin pour vous. Ravi de vous retrouver. On a vu cette semaine que le Premier ministre français a rendu visite à son homologue canadien. Manuel Valls et Justin Trudeau ont plaidé à l'unisson pour ce traité de libre-échange. Première chose, pourquoi le Canada soutient le traité CETA malgré son impact sur l'agriculture qui est dénoncé ? Mais vous savez, le Canada est un pays libre-échangiste avec un marché intérieur de 38 millions d'habitants. Il faut qu'on fasse des traités de libre-échange, il faut qu'on exporte, il faut qu'on regarde vers l'extérieur. On a un marché de consommateurs ici à l'intérieur beaucoup trop petit. Alors voilà, c'est la principale raison. Et le Québec, d'ailleurs, encore plus libre-échangiste, on l'a vu avec les négociations de l'ALENA, de l'accord de libre-échange nord-américain avec les États-Unis et le Mexique. Le Québec était une des provinces la plus libre-échangiste de toutes les provinces canadiennes, ou à peu près. Alors, le Canada doit se tourner vers l'extérieur. Et effectivement, l'opposition à cet accord est très réduite. À l'intérieur du Parlement, le principal parti d'opposition, c'est-à-dire le Parti conservateur, est celui qui a commencé les négociations, qui a mis en place les paramètres de cet accord. Vous vous souvenez, Stephen Harper tenait beaucoup à cet accord. Donc, ce parti-là, évidemment, est pour cet accord avec l'Europe. Et le nouveau Parti démocratique, l'autre parti d'opposition, n'est pas trop critique non plus à l'égard de cet accord. Donc, les Canadiens ont plus besoin d'exporter qu'ils ont besoin de se protéger, peut-être à part les producteurs de fromage, entre autres au Québec, qui craignent beaucoup l'arrivée des fromages français, des fromages fins, qu'on a appris ici à produire depuis maintenant belle lurette. Et comment réagit la rue canadienne ? Parce que là, vous nous parliez des politiques et les Canadiens, les citoyens canadiens. Bien, il y a de l'opposition, oui. Il y a des groupes qui s'opposent, il y a des syndicats, il y a des groupes de citoyens qui s'y opposent. Et entre autres, on cite en exemple justement l'accord du libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, où il y a plusieurs problèmes qui se posent. Vous savez que le Canada est actuellement poursuivi pour 2,5 milliards de dollars en vertu de cet accord, à cause justement... Donc, justement, ce qui fait le plus peur, c'est ces tribunaux d'arbitrage qui sont prévus par l'accord, qui sont au-dessus, finalement, des gouvernements, au-dessus des nations, et on a très peur que ces tribunaux deviennent des instruments des multinationales, comme c'est devenu un peu le cas avec l'ALENA. Alors, je vais vous citer juste deux exemples que ces groupes d'opposition citent souvent. C'est des compagnies américaines ou même des compagnies canadiennes qui ont des filiales aux États-Unis, qui poursuivent le gouvernement canadien pour, entre autres, des moratoires concernant l'environnement, comme un moratoire sur l'exploitation du gaz de schiste au Québec ou un moratoire sur les éoliennes offshore, comme on dit, en Ontario. Et le Canada, le gouvernement canadien est poursuivi parce que ça viole apparemment l'accord du libre-échange. Donc, on a vraiment peur qu'avec l'accord du libre-échange avec l'Europe, on se retrouve avec ces tribunaux d'arbitrage qui auront tous les droits et qui seront entre les mains des
multinationales et qu'on n'aura plus aucune souveraineté. Et ça, la crainte, c'est une crainte vraiment réelle. Et la crainte est la même des deux côtés de l'océan Atlantique. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir été avec nous. Passez un excellent dimanche. À très bientôt. Donc, on l'a entendu, hein, c'est ce que nous expliquait Alexandra. Le CETA est perçu comme la seule opportunité pour le Canada de maintenir le commerce extérieur, puisque son principal partenaire, qui est les États-Unis, c'est pas l'Union européenne, c'est les États-Unis, se dirige vers le protectionnisme plus. On va reprendre l'argumentaire de Justin Trudeau, parce que je vous ai vu sourire tous les uns et les autres tout à l'heure en l'écoutant. Son interrogation d'abord, avec qui l'Europe pense-t-elle faire affaire dans les années à venir? Est-ce que c'est une rhétorique un peu maligne de sa part? Parce que c'est un peu vrai. Ousmane? Enfin, moi, je me sens un peu belge, wallon, tellement je comprends les inquiétudes là-bas. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que moi, je trouve qu'il faut inscrire ces politiques, ces traités de libre-échange dans un accord, dans un contexte global et les relier. Ce qu'il faut savoir, c'est que le même schéma, paradoxalement, enfin, qui inquiète les Européens, les Belges, l'Union européenne elle-même l'a reproduit en Afrique avec les scandaleuses accords pour un partenariat économique avec l'Europe, qui a été imposé parce que avec une quinzaine, on va préciser, c'est l'Union européenne avec une quinzaine de pays. Enfin, l'Union européenne voulait un accord de libre-échange du même type avec l'Afrique. Grosso modo. Alors, la première mouture était assez scandaleuse. Les Africains l'ont dénoncé avec les moyens du bord. Je rappelle toujours quand même qu'un chef d'État, à l'époque, comme Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, n'avait d'autres moyens face à la puissance européenne que d'organiser une manifestation à Bruxelles. Lui, il est président, il vient négocier, mais il dit aux peuples africains, venez manifester parce que le rapport est tellement inégal. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, l'Union européenne donne un ultimatum à l'Afrique, si vous ne signez pas grosso modo, le rapport s'impose, le rapport de force leur est favorable. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut repenser la question des accords de libre-échange dans le cadre d'un équilibre global. On ne peut pas faire un coup avec les États-Unis, un coup avec l'Europe. Quand vous dites global, qu'est-ce que vous entendez? Enfin, moi, à un moment donné... C'est un accord mondial, c'est ça que vous dites? Et puis, l'Organisation mondiale du commerce, il faut bien qu'elle serve à quelque chose. On ne l'entend pas tellement sur ces accords. Et à un moment donné, la question qui se pose, c'est la question de l'inégalité. Je prends un exemple simple. Sur la question de l'écologie. Alors, c'est très intéressant, c'est-à-dire les accords, quand vous prenez les accords comme la paix, les accords de l'Union européenne avec l'Afrique, la question écologique est totalement absente. C'est comme si les Africains, la question écologique n'était pas importante. Et les accords de pêche avec l'Union européenne et l'Afrique, c'est un scandale écologique absolu. C'est-à-dire ce que les Européens n'acceptent pas en termes de normes dans leur mer, ils signent des accords au nom des citoyens européens pour les imposer à des Africains. Pierre. Donc je pense qu'il faut un peu de globalité dans la question éthique et morale, dans la question des inégalités commerciales. Je trouve que la phrase de Justin Trudeau, moi c'est pour ça que elle m'a fait sourire, je la trouve très naïve. Parce qu'il a l'air de croire que les Européens ont un problème avec le Canada. Le problème, il n'est pas avec le Canada, il est avec les règles du commerce international et du libre-échangisme qui, aujourd'hui, fait figure effectivement d'accuser dans une partie au moins des inégalités croissantes qu'on a vues apparaître. Et c'est au cœur... même si on en parle moins que des affaires éthiques de Donald Trump, mais c'est au cœur de la campagne américaine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens votent Trump? Une partie des Américains votent Trump parce que ce sont les perdants de la mondialisation. Et les perdants de la mondialisation, aujourd'hui, ne veulent plus rester silencieux. Et ce que révèle cette phrase de Justin Trudeau, c'est que, en fait, c'est le système global de ces accords de libre-échange qui est contesté aujourd'hui. Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Ousmane sur le fait qu'il y a une architecture de ce libre-échangisme qui est à revoir, en incluant effectivement au niveau global les questions sociales et environnementales qui ont été totalement écartées. Moi, je me souviens, j'avais fait une interview de Pascal Lamy, ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce, il y a déjà une décennie, et qui m'avait raconté comment une étrange coalition entre la Chine et les États-Unis avait bloqué tout critère écologique, environnemental ou social dans les négociations commerciales. Donc on est aujourd'hui, 10-15 ans plus tard, le monde a changé, oui, sur le climat, l'attitude de la Chine et des États-Unis le rapport de force international a changé, les enjeux ont changé. Donc il est temps, à mon avis, non pas de continuer à faire des accords comme dans les années 2000, mais au contraire de remettre la logique sur le tapis. Autre déclaration de Justin Trudeau, c'est le moment pour l'Europe de décider à quoi sert l'Union européenne.
Mais ça, Pas d'accord, pas d'Union européenne, c'est la mort de l'Europe à petit feu, c'est ça qu'il sous-entend? Alors, bon, l'Union européenne connaît une crise majeure pour l'instant, on va pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui est révélateur dans cette affaire, tout de même, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que ce soit à quelques encablures du moment où le traité doit être signé entre deux pays, que tout à coup, il y a un parlement régional qui dit nous on a lu le truc, finalement on n'est pas d'accord. Pourquoi on se réveille aussi tard? Voilà, parce que les gens juste un mot, parce que paradoxalement, mais bon, alors, c'est faire beaucoup d'honneur de dire il n'y a que les députés wallons qui ont lu, c'est formidable. Mais je ne crois pas que c'est ça. Je crois que fondamentalement, c'est un contexte qui se crée. Là, je rejoindrai ce qu'ont dit les autres personnes autour de cette table. Par contre, il y a quand même quelque chose dans le fonctionnement de l'Union européenne qui est tout de même éminemment paradoxal. On signe un traité avec quelqu'un. Alors, il faut peut-être à ce moment-là critiquer pourquoi on le signe, pourquoi on ne le signe pas, et c'est à ce moment-là que le débat doit avoir lieu. Mais si c'est au moment de la ratification finale qu'il suffirait qu'un Parlement régional sur l'ensemble de l'Union européenne bloque tout pour qu'on arrive à un blocage de la décision, je trouve ça assez angoissant pour l'Union européenne. Peut-être qu'on ne vous a pas entendu là-dessus Chaque fois qu'il a été question d'un traité de libre-échange entre l'Amérique du Nord et l'Europe, il y a eu des tensions extrêmement vives. Et même chez nous, en France, dernièrement, quand il s'est agi d'Alstom, parce que la France avait envisagé éventuellement d'importer des locomotives de train de chez Bombardier au Canada, il y a eu une levée de boucliers. Mais un des aspects les plus sensibles dans ces échanges avec l'Union européenne et l'Amérique, c'est pour ce qui concerne les produits agricoles. Parce que il y a une tradition d'exportation de produits agricoles américaines et canadiennes avec des aides multiples. Et donc, il leur arrive de pratiquer du dumping notamment au détriment des Européens. Et par exemple, les agriculteurs européens, depuis qu'on a imposé des sanctions à la Russie, les agriculteurs européens enregistrent une perte sèche de 12 milliards. Donc il y a des millions de tonnes de pommes, de beurre que l'Europe n'arrive plus à exporter. Or, dans le traité de libre-échange, on ne doit plus interdire l'entrée de produits du Canada ou des États-Unis. Mais je crois que le point crucial, comme l'a dit Alexandra, c'est tout de même ces questions du comité d'arbitrage. C'est ça, à mon avis, le point qui, pour moi, enfin, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas lu pour te répondre l'ensemble du traité, mais ce qui me semble sujet à caution et problématique, c'est cette question du qui est l'arbitre dans l'interprétation. Et je pense que c'est le manque de confiance dans cet arbitrage qui crée pour le moment des tensions et des difficultés. Et Ousmane, rapidement pour conclure. Moi, je pense que, à propos du délai, pourquoi c'est court? Parce que je pense que les concepteurs de ce genre de texte ont toujours pensé qu'il n'y a pas une nécessité d'un débat démocratique au sein du peuple. C'est absolument... C'est l'opacité, en fait, qui pose problème, c'est ça que vous nous dites, Ousmane? De ces textes qui agissent sur notre quotidien direct, sur ce qu'on vend, ce qu'on mange, sur la question des normes. Et c'est toujours très technique. C'est deux documents de 2000 pages. Et il n'y a jamais eu de débat démocratique, de débat politique dans la société, bien sûr, parce que c'est des textes antidémocratiques pour moi. Et place peut-être au débat démocratique grâce au Parlement wallon. C'est peut-être le début Merci les Wallons. Je rappelle qu'au calendrier du CETA, c'est mardi normalement que les ministres européennes sont censés en principe valider officiellement cet accord. On verra ce qui va se passer mardi. Et puis ratification agendée au 27 octobre. On verra aussi ce qui se passe d'ici là. On avance, on part en France maintenant, à quelques mois de la présidentielle. Vous l'aurez peut-être constaté, les émissions politiques se multiplient. Dernière en date, une ambition intime, produite et présentée par Karine Le Marchand, une animatrice qui a plus l'habitude de jouer les marieuses entre agriculteurs et qui dit ne pas avoir d'intérêt pour la politique. Bonjour. Bonjour Karine. Bienvenue, presque chez vous. J'ai toujours voulu prouver, longtemps dans ma vie, assez stupidement d'ailleurs, j'ai défoncé des portes qui étaient ouvertes. À l'époque, deuxième surnom, vous appelez le dingue du Palais Bourbon. Oui, je vois pas en quoi. C'est quoi cette réputation de grosse fêtarde que vous avez? C'est une réputation qui est un peu usurpée, oui. En fait, il y en avait 3 des filles Le Pen. Vous êtes encore très touché. Oui, parce que je pense que c'est comme perdre son père, hein, franchement. Je suis entré dans son bureau et il m'a dit « Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec les idées ?» Ah oui. Et vous saviez ce que vous vouliez faire ou pas déjà, Léna? Si, je voulais entrer dans un grand corps. Ne parlez pas des femmes. Elle en a rien à faire de la politique. Rien. Mais elle vous aime pour vous, profondément. Vous allez me faire pleurer.
Voilà, Karine Le Marchand qui fait pleurer les politiques. La question qui s'est posée et qui est intéressante au-delà du cas français, est-ce que c'est une émission politique, c'est une émission people? Comment on peut la qualifier, cette émission? Et puis, est-ce que vous l'avez regardée? Est-ce que vous adhérez? De toute façon, les émissions politiques étaient devenues un brin people depuis longtemps. Donc, Là, c'est complètement assumé puisque l'objectif, c'est de ne pas parler de politique avec des politiques. C'est ce que nous dit la productrice. Moi, paradoxalement, j'ai vu qu'on a beaucoup critiqué Karine Le Marchand. Moi, je critiquerais d'abord les politiques parce que, pour moi, c'est la conséquence du vide politique, de leur absence d'idées, de leur incapacité à proposer de vrais projets, de leur incapacité à capter l'attention de l'électorat. Je pense qu'ils ont acté avec qu'on est maintenant plutôt dans des iconocraties, c'est-à-dire à la place de l'idée ou des idées, c'est la construction de mon image. Donc je pense qu'ils l'ont totalement acté et jouent à ça, ce qui est un jeu dangereux, bien sûr. Pierre ? Je pense que cette émission est totalement cohérente. Les hommes politiques n'ont plus d'idées, donc on parle de tout sauf de leurs idées. Et voilà, moi j'ai trouvé cette émission absolument lamentable et scandaleuse, pour être très franc. J'ai pas tenu très longtemps devant cette émission. J'ai trouvé que le format était humiliant pour les idées. Il y a eu une évolution en fait en cascade. D'abord, les hommes politiques sont allés dans les émissions de divertissement pour parler politique. C'est le cas de Ruquier, Laurent Ruquier, le samedi soir sur France 2. C'est une émission de divertissement, mais les questions sont politiques. On parle du fond. Et là, on est passé un cran, on touche bientôt le fond, mais le fond de la piscine, pas le fond des idées, parce qu'on a une émission de divertissement où on ne parle même plus des idées. Et franchement, je pense que ça n'est pas rendre service à la démocratie. Plus de 3 millions de téléspectateurs, même, pour me faire l'avocat du diable. 3 millions de téléspectateurs, une belle audience, notamment auprès des jeunes, des 15-34 ans. Est-ce que c'est aussi, même si c'est creux, même s'il n'y a pas de fond, est-ce que c'est une façon d'emmener les jeunes vers la politique pour après les emmener vers des émissions de fond, puisque des émissions de fond, il y en a aussi? Écoutez, moi, ça dépend de quoi on parle. Je n'ai pas regardé l'émission, je ne suis pas sûr que je vais la regarder, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais j'avoue que ça ne me dérange pas, l'existence de cette émission. Ce qui me dérangerait, c'est qu'on appelle ça du journalisme. Ce qui me dérangerait, c'est qu'il n'y ait plus que ce genre d'émission. Or, elle ne prétend pas faire du journalisme. Ce qui me dérangerait, c'est qu'il n'y ait plus que ce genre d'émission. Voilà, ça pour le débat démocratique, pour le coup, ce serait très problématique. C'est loin d'être le cas. Vous citez 3 millions, 5 600 000 sur TF1 jeudi dernier pour le premier débat des primaires. Voilà. Donc, après tout, qu'il y ait un public pour ce genre d'émission, que, vous savez, tous les citoyens peuvent aller voter. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une hiérarchie d'une élite intellectuelle qui connaîtrait les enjeux et les autres. Donc oui, certes, l'élection, ça se joue sur beaucoup de choses, on le sait bien. Mais après tout, que ce genre d'émission existe à côté d'émissions politiques, personnellement, je vais peut-être à contre-courant, mais je n'y trouve pas de scandale. Et la populisation a toujours fait partie de la vie politique. Alors Slimane d'abord, pardon. Slimane d'abord, on ne vous a pas entendu encore. Moi, comme Pierre, je trouve ce type d'émission à la fois déplorable et en même temps inexorable. C'est-à-dire qu'on va vers ça. Pourquoi? Parce que les hommes politiques n'ont plus de contact vivant, charnel avec leurs concitoyens. Je veux dire, on ne les voit pas tous les jours dans les meetings, en train de rencontrer les gens, de les recevoir en audience. Donc, c'est un contact qui se fait par le média de la télé. Ça impose quoi? Ça impose deux choses. Le code de fonctionnement des émissions de la télévision, plus le poids des conseillers à la com qui viennent briefer le candidat. Et la première victime, les victimes de ces deux contraintes, et de la télévision et du poids des agents de communication, c'est le caractère de l'homme politique et sa personnalité. Je vous laisse réagir. Alors, Ousmane d'abord et puis Pierre. Enfin, je ne suis pas d'accord avec Pierre parce que... Lequel? Oui, parce qu'on en a deux, c'est vrai. Le belge. Pierre le belge. Alors, c'est pas le fait que l'émission existe qui me dérange, parce que tout à l'heure, en disant, j'ai même trouvé injuste les attaques contre Karine Le Marchand et contre l'émission et contre la télévision. La télévision a bon dos. Ici, c'est pas l'émission qui me gêne. C'est-à-dire, la place que l'émission occupe dans l'espace public, elle a parlé la part de Dima, ça c'est très important, et aussi... c'est-à-dire ça s'accompagne d'un double phénomène, c'est-à-dire l'affaissement, voire la disparition
de plus en plus, pas à pas, des émissions de fond. Je pense que ce n'est pas seulement une émission sortie comme ça de nulle part. Pour moi, c'est symptomatique. Ça nous dit quelque chose de notre démocratie. Ça nous dit quelque chose du degré de débat, politique. Ça nous dit quelque chose de l'impuissance du politique. Ça nous dit... Ce genre d'émission, je serais entièrement d'accord s'il n'y avait plus que ce genre d'émission. Allons un pas plus loin et regardons ce qui se passe aux États-Unis. Le candidat républicain, c'est un ancien animateur de reality show, d'une émission de télévision. C'est pas un modèle. Mais oui, mais il a réussi à arriver là où il est, c'est-à-dire être le candidat investi par l'un des deux grands partis américains, parce qu'il avait cette popularité, cette stature, et que on se rend compte aujourd'hui que ça explose en plein vol, que ça ne tient pas la route sur le terrain politique. L'étape suivante, ça devrait être que Karine Le Marchand sera la prochaine candidate à l'élection présidentielle. Je veux bien prendre un pari qu'elle ne sera pas candidate. Alors je vous propose qu'on voit la une de VSD, puisqu'elle a pas mal défendu dans la presse son émission. Il y a de bonnes chances qu'elle ne soit pas la prochaine présidente de la République, ni en France, ni aux États-Unis, mais je crois que c'est pas son ambition. Je vous propose qu'on parle, parce qu'il y avait peut-être un autre volet People cette semaine qui concerne François Hollande, puisque François Hollande, pour l'instant, a décliné l'invitation de Karine Le Marchand dans son émission. En revanche, il a fait la une avec ce livre des journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, ce livre qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça, les secrets d'un quinquennat » aux éditions Stock. Il y parle notamment, et on connaît sa pudeur sur sa vie privée, il y parle notamment des femmes avec lesquelles il a vécu. Est-ce que lui aussi, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres façons d'aborder ce livre-là, mais on va essayer de rester sur notre thème, est-ce que lui aussi a cédé au People ou ça n'a rien à voir ? Moi, je ne crois pas à la pudeur une seconde de François Hollande. Je pense que c'est une posture dans l'espace public où il se présente comme un homme pudique. Moi, je trouve que c'est l'un des plus impudiques. Alors, une réaction. Est-ce que c'est l'un des plus impudiques ? Puisqu'on ne le voit pas avec sa compagne. On peut décider qu'on s'en fiche ou pas, mais sa compagne est toujours présente. C'est quelqu'un qui est resté relativement discret, et quand il a fait la une des magazines People, il ne l'avait pas vraiment fait exprès, c'était à l'insu de son plein gré. Hein. Il ne joue pas les jeux des magazines People, en tout cas là-dessus, tout le monde est d'accord. Simplement, je crois que ce livre dénote autre chose, et on n'a peut-être pas le temps de faire l'ensemble du débat, mais je crois que c'est plutôt un président devrait savoir qu'on ne se confie pas avec des journalistes qui fait petit ami avec lui, en croyant que ça va lui rapporter des choses seulement plus. Et franchement, ce qui est choquant dans cette démarche, c'est qu'il parle de sa vie privée, puisqu'à un moment, il y a le passage, puisque les journalistes le rencontrent au moment où sort le livre de son ancienne campagne, Valérie Trierweiler, et il fait des commentaires sur ce sujet. Moi, je ne comprends pas, en tant qu'être humain, pourquoi il va parler d'un sujet qui est quand même sa vie privée, qui se retrouve étalée, etc., de cette manière avec des journalistes. Je pense que là, il y a quelque chose, je pense qui est lié à l'isolement du pouvoir et au fait qu'on est dans ce palais coupé de la réalité du monde et qu'on perd tout sens de la réalité. Voilà, et qu'il pouvait créer un contact. Je suis entièrement d'accord. De symptomatique chez lui, c'est qu'on a une très vieille tradition en France qui fait que les hommes politiques, y compris les présidents, écrivent des livres. Quand ils ont quelque chose à dire, ils écrivent des livres. Je crois savoir, sauf erreur, que c'est un de ceux qui ont écrit le moins de livres pour dire leur vision du monde ou leur philosophie du pouvoir. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est plus dans la philosophie. Quand on parle de textos échangés avec son ex-compagne, je veux bien qu'on parle de philosophie. Quoi. Dernière question. Dernière question, et vraiment une réponse très rapide, on va passer à la suite. Est-ce qu'on voit trop les politiques dans les médias ? Est-ce que ça aussi, c'est un problème, cette parole politique qui se dilue ? On voit trop les politiques, mais on n'entend pas d'idées. Moi, je suis toujours frappé par le fait que si vous prenez les sujets, la hiérarchie des sujets tels qu'ils occupent le débat public, et vous prenez la liste des préoccupations des Français, les sujets dont ils aimeraient parler, il y a un vrai décalage. Moins d'ambition intime, plus d'action collective. Enfin non, moi je dirais plus d'idées. Oui. Plus d'idées, moins de com. Plus d'idées, moins de com. Et Slimane ? Plus d'idées, mais ce n'est pas ce qui leur donne de la publicité. Ce qui fait qu'on commente ensuite une déclaration d'un homme politique, c'est quand elle est outrancière, quand elle sort
quand elle dépasse les bornes, c'est à ce moment-là seulement qu'elle fait le buzz, comme on dit. Ça, c'est la responsabilité des Et médias. donc, il y a une incitation à la transgression, à l'infraction verbale permanente. Bon, je vous propose de transgresser, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la prochaine émission de Karine Le Marchand aura lieu avant la primaire de la droite et du centre. Seront reçus François Fillon, Alain Juppé, Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou, pour ceux qui souhaitent la regarder. C'est la surprise de la semaine, on y vient maintenant. Le prix Nobel de littérature a été attribué à Bob Dylan, auteur, compositeur, interprète, chantre de la contre-culture américaine. Son ex, la chanteuse Joan Baez, lui a rendu hommage en évoquant un don pour les mots inégalables. Mais regardez bien, écoutez bien comment elle parlait de ce don il y a quelques années. A bunch of years from now, all these people, all these assholes are going to be writing about all the shit I write. I don't know where the fuck it comes from. I don't know what the fuck it's about. And they're going to write about what it's about. John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. A man in a trench coat, badge out laid off. Says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. Alors, Bob Dylan est récompensé pour avoir créé, dans le cadre de la grande tradition de la musique américaine, de nouveaux modes d'expression poétique. C'est la première fois en 115 ans d'existence que le Nobel de littérature va à un chanteur. Bob Dylan, c'est un beau choix, c'est une audace, c'est scandaleux, c'est... Alors, j'ai cru comprendre qu'on n'était pas tous d'accord. Oui, je crois qu'il va y avoir débat. Je vais mettre les pieds dans le plat rapidement. Simplement, et normalement le prix Nobel de littérature, je me suis référé à ce qui est écrit, et Alfred Nobel dit qu'il faut une œuvre littéraire qui s'est manifestée, qui a fait date, et qui représente un idéal. Je crois que Bob Dylan représente un idéal. Deuxième argument, Annie Ernaux, écrivaine française, assez critique sur ce Nobel, mais qui dit « je connais mal Bob Dylan, mais ce qui me gêne, dit-elle, c'est que pour moi est littéraire, je la cite, ce qui nous emmène au-delà, lorsque le temps, la mort et la vie sont inscrits au cœur même de l'écriture. » Alors je ne suis pas le connaisseur le plus fin de l'œuvre de Bob Dylan, mais je crois que dans l'œuvre de Bob Dylan, en tout cas, ces critères correspondent. Donc, personnellement, je ne crie pas au scandale. Alors, je ne sais pas bien à qui donner la parole. Moi, j'aime beaucoup Bob Dylan comme chanteur, je suis un fan absolu, mais je pense que ce prix est une erreur. Y compris par rapport à la pratique du comité Nobel lui-même. Ces dernières années, chaque année, quasiment, il y a des auteurs américains qui se retrouvent dans la liste des favoris, et à chaque fois, ils ne l'ont pas parce que, nous expliquons auprès du comité, les auteurs américains qui écrivent en anglais, donc la langue dominante, n'ont pas besoin du coup de pouce du prix Nobel, et qu'on préfère aider des écrivains japonais, islandais ou d'autres langues, un poète hongrois, etc., qui ont besoin de ce coup de pouce. Donc il y a déjà un problème de définition. Et là, Bob Dylan n'en a pas besoin, et surtout, il y a des grands auteurs, des géants de la littérature américaine qu'on a privés de prix en raison de ce critère, comme Philippe Roth, c'est à lui que je pensais, et qui ne l'ont pas eu et qui ne l'auront peut-être jamais, parce que la tradition veut aussi que quand il y a une nationalité qu'il a, on change un peu de continent, il y a une rotation des continents. Les favoris des parieurs et des critiques cette année, c'était le poète syrien Adonis, l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o. La question aussi, la question de fond, c'est est-ce que la littérature est réservée aux livres, en fait? Et si je vous comprends bien, c'est peut-être un peu votre position. Moi, je vais la reposer de façon plus provocatrice. Est-ce que le prix Nobel est réservé aux écrivains occidentaux des grandes langues? C'est-à-dire, il faut voir le nombre de prix Nobel qu'il y a eu et le nombre d'Africains, par exemple. Pour moi, par exemple, quelqu'un comme Wa Thiong'o, son œuvre littéraire est monumentale, c'est-à-dire à la fois en termes d'évolution de la langue, en termes de style, il réussit à décoloniser la langue anglaise. C'est totalement intéressant. Et en plus, il a une théorie de la littérature. Mais il y a des Africains qui ont quand même déjà eu prix Nobel. Oui, mais on les compte comme ça. Alors, comptons Soyinka, comptons Naguib Mahfouz, et puis voilà. Le Nigérian. Nadine Gordimer. On les compte, allez. Quand même. Allez, sur une centaine. On oublie le nom, allez, voilà. Soyinka, mais sur 75 ans, on compte sur les bouts d'une... Il y a un problème. Soyons d'accord. Mais sur cette question de la littérature, un prix Nobel, si, ça compte, parce qu'on a donné Bob Dylan face à Wa Thiong'o, qui était l'autre favori. Donc bon, ça compte, à un moment donné, oui, comme disait Pierre. Et puis aussi, l'autre question qui me paraît
assez... Enfin, moi, je trouve que je suis comme... Il y a peut-être des tas de gens qui j'aime- méritent alors, le j'aime prix bien Nobel. Bob- Ousmane, oui. C'est pas la question. Oui, pour moi, la question, c'est pas l'œuvre de Bob Dylan, elle est géniale, etc. Seulement, le problème, c'est que Bob Dylan, il fait de la musique, il a toujours dit qu'il fait de la musique. Donc, moi, je pense qu'un prix Nobel de musique lui irait très bien. Deuxième chose. Peut-être c'est à créer, Oui, Ousmane, non, mais hein. c'est vrai, si on veut lui rendre hommage. Deuxième chose, il est évident que c'est les exégèses, c'est dans l'interprétation, c'est les exégèses de Dylan qui disent que le texte est magnifique, etc., qui prétendent qu'il a un statut littéraire, même en disant qu'il l'a. Je trouve que face à Wationgo et Adonis, il y a un problème. On va vous écouter, Slimane, là-dessus. Moi, qui suis un passionné de littérature, les critères qui ont présidé à la plupart des prix Nobel qu'on a donnés ces 20 dernières années m'ont toujours paru un peu insolites, bizarres. Il y a de très grands écrivains qui l'ont pas eu, comme Jorge Luis Borges, l'Argentin. Et il y a Philippe Roth qui l'aurait parfaitement mérité, c'est un immense écrivain. Il y a le poète syrien Adonis, très grand poète. Je ne connais pas l'écrivain kényan. Donc Wationgo, il est sur la liste depuis 10 ans. Néanmoins, ce qui est complètement, me semble, incohérent dans le choix de Bob Dylan, c'est qu'en principe, quand un prix Nobel obtient sa distinction, le livre est immédiatement traduit dans 30 ou 40 langues, et donc tout le monde peut en profiter, même les plus petites langues peuvent y accéder. C'est une question via intéressante traduction. que vous posez, Or, effectivement. comment traduire Bob Dylan en russe, en arabe? Alors, Hugo Frey l'a fait en français. Ça, on peut dire ça, excusez-moi, swahili. mais on peut dire ça de n'importe quelle œuvre littéraire. Là, je suis absolument pas d'accord. Ah, Et mais je c'est crois plus que- facile de traduire un livre parce que c'est un objet. Qu'une chanson. Mais traduire Mais- une oui, mais, chanson, on peut trouver tous les le fait critères comment, qu'on en veut. DVD? La question n'est pas là. On peut trouver tous les critères qu'on veut. Et si je puis me permettre, il n'est pas écrit quelque part que le prix Nobel doit récompenser un jeune écrivain qui commence. C'est pas vrai en Mais ce n'est sciences. pas ce que je C'est pas disais. vrai en paix. Donc- Pour terminer, attendez, pour terminer, s'il vous plaît, tout le monde parle en même Slimane a temps. raison. Pour C'est conclure, que- Pierre. C'est qu'à chaque fois, effectivement, et notamment le public américain, a découvert des auteurs qui n'avaient parfois jamais été traduits en anglais précédemment, et qui tout d'un coup, grâce à l'aura du prix Nobel, vont découvrir un auteur. Là, c'est un chanteur qui a déjà sa reconnaissance universelle Et ça pose- et qui n'avait pas besoin Et de ça ça. pose, Et pour qui vous en plus résumer, a la dit question lui-même des critères du Oui, prix Nobel de littérature. et qui a dit de comment il est lui-même il y a attribué. quelques années que la meilleure manière de tuer un rebelle, c'était soit de le mettre en prison, soit de lui donner des honneurs. Ah, il est mort. Bob Je Dylan vous est mort. propose qu'on enchaîne avec Dylan, puisque ça ne lui a pas échappé, hein, ce prix Nobel de la paix à Bob Dylan. Regardez, Bob Dylan, un artiste pop, rock, folk et métal, ajoute le chanteur américain d'après Dylan, son prix en main. On précisera que Bob Dylan n'a toujours pas répondu, donc on verra s'il l'accepte ou pas, ce prix Nobel de la paix. C'est une des Après questions Sartre, qui se un posent. deuxième refus. Après Sartre, exactement, ça Sartre, pourrait être il le n'avait pas second. besoin non plus du prix Nobel quand il l'a reçu. Hein, je tiens à dire. Il était Donc on mondialement verra connu. si Sartre, Bob Dylan, même combat face au prix Nobel de la paix. On continue, pourquoi pas un prix Nobel à Carla Bruni. Dylan ironise cette semaine, alors que les Il a sarkozystes, écrit nous des dit-il, livres, hein. sont en ordre de bataille. C'est l'autre émission politique de la semaine en France. Vous l'évoquiez, Pierre, le Belge. C'était le premier débat de la primaire et du centre en vue de la présidentielle. François Hollande, cible de toutes les critiques après la sortie du livre « Un président ne devrait pas dire ça, les secrets d'un quinquennat » où il se livre sur un certain nombre de sujets. Des confidences largement considérées comme un suicide politique. D'un mot, suicide politique, oui, non. Slimane, oui, non. Non, Non. c'est excessif. Pierre, Oui, je pense que c'est excessif, mais ça lui porte un tort considérable. Ousmane, suicide, Non, impudeur. impudeur. Grosse faute. Si c'est pas un suicide, ça y ressemble. Bon, on verra comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. On reste en France avec l'annulation de la visite de Vladimir Poutine à Paris. Zut, il a maintenu sa visite à Alep, constatent ces Syriens. Les bombardements continuent alors que de nouveaux pourparlers internationaux se déroulent en cette fin de semaine à Londres et à Lausanne. Et on termine avec la présidentielle américaine au viol, crie la statue de la liberté pourchassée par un Donald Trump lubrique. Une dizaine de femmes l'accusent d'agression sexuelle. On retiendra cette semaine un discours très remarqué de la première dame Michelle Obama, rappelant le respect dû aux femmes. Même question que pour Hollande, c'est un suicide politique auquel se livre, c'est en train de se passer en ce moment pour Donald Trump. Il est cuit ? D'un mot, oui, non. Pas l'impression. Non ? Pierre ? Je crois qu'il est quasi cuit. Il commence à contester déjà le résultat. Ousmane ?
S'il n'est pas encore cuit, il est en cours de... Il est en cours de cuisson. Il est cuit, mais c'est pas un suicide. Le suicide, c'est volontaire. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous quatre d'être venus commenter l'actualité cette semaine. Merci à vous qui nous regardez des quatre coins de la planète. Merci de nous être fidèles. Vous pouvez nous retrouver tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On attend vos commentaires, vos remarques. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À dimanche prochain.